Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 14 décembre avec le docteur Louis Fouché, anesthésiste réanimateur, auteur de Agonie et renouveau du système de santé, édition Exuvie. Bonjour Louis Fouché. Bonjour docteur Fouché. Bonjour André Berkov, toute ma gratitude et toute mon admiration pour votre œuvre journalistique qui est conduite avec une force tranquille mais pourtant pleine d'entrain, de joie, d'humour et prime sautière nous permet tous les jours de devenir plus intelligents. Merci. Vous êtes nécessaire et précieux. Ça me touche beaucoup et surtout ça nous engage. C'est vrai qu'on on reçoit énormément d'appels et franchement ça fait chaud au cœur et on se dit voilà. Un peu d'avoir question à tout, un peu d'ouvrir la porte quand le réel frappe à la porte. Et justement, je voulais parler, pas pour renvoyer le compliment au docteur Fouché, certains vous trouvent sulfureux, d'autres vous trouvent admirable. Mais ce qui est intéressant, c'est, je viens de lire votre livre Agonie et renouveau du système de santé, et on va parler du fond, justement. Pas la polémique avec les médecins de plateau ou les vaccins ou tout ça, on en parlera bien sûr, mais c'est pas ça. C'est que c'est très intéressant, votre titre déjà dit bien les choses, Agonie et renouveau du système de santé. Nous sommes tous, moi je ne suis pas du tout les médecins, je suis patient depuis toujours, nous avons tous les gens qui ont eu affaire aux médecins à n'importe quel titre, depuis le nourrisson jusqu'au cercueil ou presque. Eh bien, nous y allions, les médecins généralistes, les médecins de famille, etc. C'était nos garants, c'était le système de santé. On disait qu'on avait le premier système de santé du monde. Et puis, il y a eu tout ce qu'il y a eu depuis 2 ans et demi, 3 ans. En fait, ça remonte à 20 ans. Mais effectivement, on a assisté à la dégradation de ce système. On a assisté à des tas de choses qui se passent. On en a parlé beaucoup ici avec un certain nombre de médecins, avec vous aussi, Louis Fouché. Et je voudrais justement qu'on commence par parler de cette agonie, avant de parler du renouveau. Et cette agonie, pour vous, elle remonte à peu près à quand? On ne va pas faire d'histoire, mais surtout, elle tient à quoi, Louis Fouché? Peut-être qu'on a un point de repère intéressant dans un livre de Ivan Illich qui s'appelle Némésis médicale et qui est publié en 81 et dont le sous-titre est Expropriation de la santé. La némésis, vous savez, c'est la colère des dieux face à l'oubris chez les Grecs. L'oubris, c'est la volonté de puissance, c'est la volonté d'être le démiurge à la place du démiurge. Justement, là, il y a une sorte de rançon, de monnaie de la pièce qui est rendue, où Ivan Illich explique que le système de santé est devenu le facteur pathogène prédominant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'aujourd'hui, la principale cause de mortalité, au fond, c'est le système de santé. Et c'est vrai aux États-Unis, si vous regardez actuellement. C'est un sacré paradoxe, hein. On dit que c'est la santé qui rend malade, ou presque. Enfin, le système, oui. Ouais. Exactement. Et une des premières causes de mortalité devant les plaies par arme à feu aux États-Unis, aujourd'hui, est l'intoxication morphinique. C'est-à-dire que le système administratif et technique qu'on a créé est arrivé à sa contre-productivité maximale. Et c'est vrai de tous les systèmes industriels. Dès que vous industrialisez une institution, que vous faites un produit normatif qui est toujours le même, elle aboutit à l'inverse de ce qu'elle cherchait à faire. L'institution éducative aboutit aujourd'hui à fabriquer des crétins militants. C'est une phrase de Jean-Claude Michéa. L'institution monétaire, qui devrait nous enrichir les uns les autres, arrive à nous exproprier de la monnaie et à enrichir uniquement quelques personnes qui s'accaparent l'ensemble de l'énergie monétaire. On a vu ça récemment avec les cryptos et les bitcoins, absolument. Exactement. Ouais. Et l'institution médiatique qui devrait nous éclairer, comme vous le faites chaque jour, sur des pans du réel qu'on peut pas voir, est devenue une fabrique de masse de mensonges. Et c'est pareil pour l'institution sanitaire. Au fond, elle est devenue une économie de la maladie, un marché rentable de la maladie et de la remédiation portée par les multinationales du médicament. Pardon Louis Fouché, est-ce que vous voulez dire ça arrive, sans généraliser bien sûr, parce qu'il y a des médecins qui font admirablement comme des soignants et autres, admirablement leur travail, mais le primum non nocere, la fameuse devise, hein, c'est-à-dire ne pas nuire, et chez certains, je dis bien chez certains en tout cas, certains, c'est non, ne pas nuire, mais bien vendre. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une phrase intéressante qui est dite par quelqu'un qui s'appelle Claude Le Pen, qui est un économiste de la santé, qui est invité au Collège de France par un sociologue très intéressant sur le travail. J'ai eu la chance d'assister à cette conférence en 2014. Oui. Et Claude Le Pen est professeur d'économie de la santé à Paris-Dauphine. Et il dit, nous sommes là, la haute autorité de santé,
et les économistes de la santé pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Sous-entendu, pour mettre en place un modèle industrialisé, évalué, rationalisé et rentable de production et de consommation de services de soins. Donc on est en plein dans cette industrialisation où le soignant, malgré toute sa bonne volonté, est prolétarisé. C'est une phrase de Bernard Stiegler et d'un groupe qui s'appelle Ars Industrialis. Bernard Stiegler, c'est un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la technique. Tout à fait. Et qui dit alors, prolétarisé, ça veut dire quoi, le soignant, le médecin prolétarisé? Ça veut dire quoi concrètement? C'est un mot compliqué pour dire qu'on perd nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être et nos savoirs théorisés. En gros, on devient des ouvriers, des rouages. On est des rouages de la machine et on doit appliquer les protocoles. Et aujourd'hui, les valeurs pour un médecin, c'est pas tant d'être humain, bienveillant, plein d'humanité, d'humour et bon techniquement. Non, c'est d'être docile au protocole. Même si ce sont des protocoles à la con, on va l'appliquer. Et c'est déjà dans les études. Vous répondez aux questions d'internat des réponses dont vous savez pertinemment qu'elles sont fausses, mais elles sont celles qui sont attendues et qui vous permettront d'avoir une bonne note. Et donc, pour être bien classé au concours, vous allez répondre ce qui est attendu de vous, même si c'est faux scientifiquement. Et vous dire, oui, cette espèce d'obligation presque de conformité, quoi. C'est ça. C'est conformez-vous à la doxa régnante, et puis c'est ça qui vous fera des bonnes notes et peut-être une bonne carrière. Exactement. Et à la fin, les textbooks des internes ou des médecins, dans leur poche, sont des algorithmes. On a une médecine qui est entièrement codifiée par la haute autorité de santé, qui est haute et autoritaire, elle dit bien son nom, hein. Elle est là pour prendre le pouvoir sur les soignants. Et il faut qu'il y ait une chute symbolique du médecin et des soignants pour permettre cette rationalité de l'efficience maximale, pour permettre que le système soit parfait. Donc en fait, vous me demandiez l'origine historique de tout ça, mais on pourrait la dater déjà au 19e siècle et au 18e siècle avec l'idéal des Lumières, notamment chez Hobbes. Hobbes, dans le Léviathan, décrit que la société idéale, c'est un rouage d'horlogerie. Et au fond, c'est ce qu'on voudrait pour notre système de santé, un système automatique. Oui, vous allez dans votre médicomaton et quand vous parlez de haute autorité de santé, docteur Louis Fouché, c'est un peu dupliqué et généralisé et capillarisé par les autorités régionales de santé. Donc beaucoup de médecins et beaucoup d'ailleurs de soignants et d'hospitaliers, je dirais, se plaignent. Moi j'ai reçu beaucoup ici à cette antenne à Sud Radio des gens qui disent mais pourquoi autant d'administration? Où sont les médecins? Pourquoi autant d'administratifs? Exactement, on est en plein dans une technocratie, le pouvoir à la technique. Et la technique, c'est aussi l'administratif et la technique. Donc aujourd'hui, sont les ARS, la Haute Autorité de Santé, les différentes agences qui décident comment est-ce qu'on doit soigner et qui s'introduisent dans une relation qui devrait être un colloque singulier entre vous et moi, soignants et patients, et où normalement vous ne conviez pas le ministre de la Santé, le patron de Pfizer, Ursula von der Leyen. Ils n'ont rien à foutre dans cette histoire. Donc on a vraiment un envahissement du champ du soin par des technocrates qui décident à notre place comment est-ce qu'on doit faire. Et c'est vrai aussi au sein des hôpitaux, de l'organisation des hôpitaux aujourd'hui, ou de la médecine générale, l'ensemble des pratiques sont codifiées et vous devez être conforme. Vous êtes certifié chaque année, et les critères changent chaque année, ils sont créés par la HAS, ce qui fait que vous êtes par définition toujours en retard. Ça. Vous devez suivre suivre et se conformer. Docteur Louis Fouché, merci, c'est passionnant. On va continuer après cette toute petite pause et on se retrouve tout de suite après. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre le docteur Louis Fouché et André Berkoff. Et après la pub, on donnera le gagnant du grand sapin de Noël Sud Radio. À tout de suite. Et nous retrouvons le docteur Louis Fouché. Son livre Agonie et renouveau du système de santé aux éditions Exuvie. Il y a vie dans Exuvie, c'est déjà pas mal. Louis Fouché, justement, ce que je voulais vous demander, vous êtes vous-même médecin anesthésiste, réanimateur, diplômé en éthique de la santé. Est-ce que dans votre vie, ce qui vous a amené à cette conscience, disons, de la bureaucratisation, de la mécanisation, de la transhumanisation de la médecine, pour ne parler que de ça, vous l'avez vécu personnellement ?
La pratique même de réanimation, en fait, cette idée d'adjoindre à un patient qui va mal de très nombreux systèmes techniques. On va mettre un tuyau qui rentre dans une grosse voie veineuse centrale, dans la veine jugulaire interne ou sous-clavière ou fémorale, jusque dans le cœur. Une voie centrale avec de la noradrénaline au bout. On va mettre des tuyaux dans le nez pour mettre une sonde gastrique qui apporte à manger. Un tuyau dans la bouche pour rentrer jusque dans les poumons, pour faire respirer quelqu'un. Dans la vessie pour prendre l'urine, etc., etc. Mais il le faut. On est dans un... Mais il le faut. Oui, il le faut. Mais c'est quelque chose de très invasif pour essayer de passer un cap. Et si le patient reste avec ça, il en crève. Parce qu'on ne peut pas vivre en étant le prolongement d'un système technique. Quand le patient va mieux, on lui enlève les tuyaux. Il vient de mieux en mieux. Mais par contre, ça secoue de très nombreuses questions éthiques autour de la mort, autour du handicap et de la maladie et des relations aux familles, etc. Et donc, moi, j'ai été poussé par ma pratique quotidienne, finalement, à questionner ce que je faisais. Est-ce que ça avait un sens? Parce que parfois, on peut arriver à l'obstination déraisonnable. On peut arriver à quelque chose qui, au fond, est une extraordinaire banalité du mal et conduit les patients à une sorte de descente aux enfers extrêmement violente. Donc, il y a à la fois ça, et puis j'ai eu la chance de pouvoir exercer de manière transversale dans l'hôpital sur la question de la douleur, en étant le président du comité de lutte contre la douleur de mon hôpital pendant plusieurs années, et président de la mise en place des protocoles HAS. J'étais en charge de la certification et de l'accréditation. À des hautes de la haute autorité de santé. Exactement. Et discuter tous les jours avec la directrice de l'hôpital et voir en insider à quel point ce système qui était censé améliorer les choses aboutissait à l'inverse. Il désorganisait le soin, il détruisait la relation, il faisait que petit à petit, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins étaient derrière des petits chariots à roulettes avec des ordinateurs et au fond ne s'occupaient plus des patients. N'était plus en train d'essayer d'accueillir la souffrance. Vous dire la relation humaine avec le patient, le dialogue avec le patient n'existait pratiquement plus. Exactement. Là, il est complètement gommé jusqu'à transformer le patient en un ensemble de chiffres, de données, de résultats de laboratoire, de tests positifs ou négatifs, et au fond, faire un patient qui serait toujours le même, pour un traitement qui serait toujours le même. Mais ça, c'est une illusion, c'est une vision du soin qui est complètement théorique et bureaucratique. La réalité du soin, c'est qu'avant tous les systèmes techniques, avant toutes les prothèses, tous les médicaments, ce qui soigne, c'est la relation. C'est la rencontre entre deux humains. Et deux humains, évidemment, dont l'un sait ce qu'il y a à faire, puisque l'autre, le patient, ne sait pas grand-chose. Juste, Louis Fouché, je voudrais vous dire, moi, comme tout le monde, j'ai eu à faire des opérations, quelquefois d'ailleurs importantes, une fois, en tout cas, très importante, une seconde fois. Moi, j'ai été très frappé, je dois dire, mais c'est que mon expérience personnelle, par la formidable, dans ces cas-là, la formidable convivialité des soignants et des médecins que j'ai eu à rencontrer. C'est-à-dire que je crois quand même qu'avec tout ça, et je vous accorde que tout ça non seulement existe, mais hélas existe trop, il y a quand même l'humanité du personnel est quand même toujours là, et vraiment en tant que patient, on le sent, et moi je dois dire que, je ne sais pas si je suis un cas exceptionnel, mais je ne crois pas, il y a quand même des gens qui font formidablement, en tout cas leur boulot, et y compris humainement leur boulot. Oui, tout à fait. Ça, faut vraiment insister là-dessus. Vous avez tout à fait raison de le dire. L'institution est malade, le système est malade. Mais par contre, les gens qui sont à l'intérieur, les grains qui le composent, eux sont infiniment admirables. Et le livre est dédicacé à Hassan et Nono au départ, qui sont quelqu'un qui fait le ménage et puis quelqu'un qui font des courses pour amener les choses au laboratoire. Et dans mon service, tous les patients à la fin de leur hospitalisation disaient heureusement qu'il y avait Nono. Et heureusement qu'il y avait Hassan, parce que eux venaient nous voir, parler, discuter et prendre ce temps d'écoute et d'accueil de la souffrance. Que parfois, quand on est plus pris par la technique comme un médecin, on ne prend plus le temps de faire, bien sûr. Donc heureusement que c'est là, et effectivement ça rattrape beaucoup de choses. Il y a un indicateur très intéressant qui est apparu ces dernières années dans la technocratie administrative hospitalière. On essaye d'avoir des indicateurs, vous savez, comme chez McKinsey, quoi, d'avoir un tableau de bord rouge, orange, vert, comment on pilote notre officine. Et puis là, les gens de la haute autorité de santé ont dit, et si on demandait au patient son avis? Ils ont découvert qu'en faisant un patient traceur, ils appellent ça, le patient parle de toute autre chose que ce qu'on avait l'habitude de regarder. Si on avait des scores de douleur, des scores de nausée, et on demande au patient, mais vous, c'était comment? Et le patient va dire, moi j'étais dans le couloir, j'attendais pour être opéré, j'avais un peu peur, j'avais froid. Puis il y a un aide-soignant qui est passé et qui m'a dit, ça va, vous avez l'air d'avoir un peu froid, je vous apporte une couverture. Puis ensuite il est resté avec moi, il m'a tenu la main et il m'a parlé. Et rien que pour ça,
pour moi, c'était admirable votre service. Et ça, c'était pas pris en compte. C'était une tâche aveugle jusqu'ici. Oui. Et c'est heureusement en train de revenir. C'était le trou noir du tableau Excel, quoi. Exactement. Ouais. Et je le raconte dans le livre, mais il y a quelques années, est venu à l'hôpital un jeune homme qui nous a fait un PowerPoint en 15 diapos pour nous expliquer comment l'hôpital devait se réformer. Vous imaginez que cette personne venait d'un cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey. Ah ouais. Qui était payé à grand prix. Plus d'1,5 million d'euros pour une prestation sur un mois et demi. Et vous enseignez à vous ce qu'il faut faire à l'hôpital, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Un blanc-bec frais et moulu de son école de commerce qui récitait ses 15 diapos, toujours les mêmes, rouge, orange, vert de McKinsey. Et ça, on doit se rendre compte de ça. C'est que l'ensemble de nos institutions aujourd'hui est piloté par un logiciel technocratique de McKinsey. Mais heureusement, il y a les vrais humains et eux sont déjà en train d'ouvrir des brèches, de préparer la suite. Donc on a deux voies qui se séparent, une voie transhumaniste où finalement les multinationales de la tech, on appelle ça, du numérique, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook sont en train de prendre le pouvoir. Et puis de l'autre côté, les vrais humains qui vont continuer à faire un artisanat du soin qui est finalement ce dont on a besoin. Alors Louis Fouché, ce sont les vrais humains qui, pour vous, vont faire ce renouveau dont vous parlez dans votre livre du système de santé. C'est là-dessus duquel il faut partir. Oui, finalement, on va probablement avoir la coexistence à la fois d'un système complètement technique où vous aurez des algorithmes avec de l'intelligence artificielle et tout est prêt pour ça, tout est fait pour ça. Ça a été modélisé au niveau marketing et financier, au niveau médical et scientifique. C'est à l'œuvre dans toutes les institutions de recherche et toutes les universités aujourd'hui. Il faut que vous fassiez une start-up du numérique pour pouvoir être financé, qui fasse une intelligence artificielle. Il y a quelqu'un qui s'appelle Clayton Christensen, qui est un prof à la Harvard Business School, pas médical, Business School, qui a dit il faut détruire l'hôpital, il faut détruire la santé, la médecine générale, il faut arrêter avec ces trucs qui coûtent cher, on va faire des chaînes à haute valeur ajoutée où vous allez avoir un questionnaire, une IRM, ça va être interprété par un algorithme d'intelligence artificielle qui va dire on vous change le genou ou on vous change pas le genou. Et puis, évidemment, à la fin, ça va être rouge, orange, vert. Ça va être souvent vert parce que l'algorithme est possédé par celui qui fabrique les faux genoux, les prothèses en titane. Et après, on vous fait passer au bloc et vous avez une chaîne à zéro défaut, super valeur ajoutée, avec un très haut rendement. Mais dites-moi, Louis Fouché, ce que vous dites, apocalypse, mais on n'en est pas là quand même, franchement. Si on en est déjà là, en fait, tout ça a été acté depuis bien longtemps. Le texte que je vous raconte, c'était en 2010. Et chaque année, il y a une petite réunion à Chamonix qui s'appelle le CHAM, qui est sous-titré « Inventing the Future of the Healthcare System ». Inventer le futur du système de santé. Pour la France, s'il vous plaît, mais en anglais. Oui, bien sûr. Et là, vous avez le patron de BlackRock, le patron d'Amazon, le patron de Google, le patron de Facebook et de Microsoft, avec le patron de Pfizer aussi, et quelques chefs de service ronflants de la Pitié-Salpêtrière et de Saint-Antoine, le ministre de la Santé, de l'Économie et le président de la République, qui inventent le futur de notre healthcare system pour nous. Mais il n'y a pas de patients, il n'y a pas de médecins. Et leur futur, c'est la e-santé. Et la e-santé, c'est quoi? C'est un médicomaton au fond de votre Leclerc où vous rentrez, vous vous connectez des trucs, votre téléphone portable reprend vos constantes des 5 derniers jours et il vous sort une ordonnance fournie par Pfizer directement. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas beau ça, En fait, c'est le camp du bien. Nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous. Laissez-vous faire. Et tout va aller bien. C'est Nock ou le triomphe de médecine ou le médecin, le malade imaginaire. Faut revenir à Molière là. Enfin là-dessus. Mais à tout de suite. On se retrouve avec Louis Fouché. À tout de suite après cette petite pause. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion entre André Berkoff et Louis Fouché. À tout de suite sur Sud Radio. Français, parle-t-on français? Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et avec le docteur Louis Fouché, Agonie et renouveau du système de santé aux éditions Exuvie. Louis Fouché, je sais que vous n'êtes pas un ludite qui veut écraser toute la technologie, comme au 19e siècle, renverser les machines et tuer les machines, mais je ne voudrais pas non plus que vous apparaissiez comme quelqu'un qui dit tout ce qui est technique, tout ce qui est technologique, ça ne va pas du tout. La technologie aussi, oui, n'empêche pas complètement l'humanité, vous êtes d'accord? Ouais, tout à fait. L'enjeu, c'est pas tant le système technique lui-même, mais c'est la gouvernance de ce système technique. C'est-à-dire qui en est le maître. Aujourd'hui, je vous donne un autre exemple hors du champ de la santé, mais la question de la monnaie, c'est pas tant quel type de monnaie, comment elle fonctionne, etc. C'est qui est le maître de la monnaie? Qui est la banque?
Ouais. C'est pareil pour le système technique de santé. C'est super l'anesthésie. La réanimation, c'est absolument magique. J'ai fait ça parce que justement, c'était merveilleux et éblouissant. L'ensemble des choses qu'on est capable de développer. Oui, et tous ces est progrès très, très là-dedans sont impressionnant. extraordinaires. Enfin, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, Oui, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, effectivement. Voilà. Vous avez une proposition qui a été faite par ce même Clayton Christensen dont je parlais, puis qui est reprise par le CHAM, qui est l'idée que la médecine générale devrait disparaître pour mettre en place des réseaux numériques de patients. En disant finalement l'hypertension, le diabète, l'obésité, ça va, on n'a plus besoin de médecins, on n'a plus besoin d'hospitaliser les gens. On va faire des WhatsApp de patients interconnectés avec un animateur, un community manager charismatique, un Michel Simès, sympa, que tout le monde aime bien. Et puis on va faire de la recherche-action citoyenne. Michel Simès dira qui veut essayer une nouvelle antihypertenseur de Pfizer. Et puis là, tout le monde dira moi dans le chat et une pilule au lieu de 2. Et on cochera toutes les cases de l'Union européenne pour faire de la recherche citoyenne, participative et intégrative. Mais le problème, c'est que si ce WhatsApp est possédé par Pfizer, que Michel Simès est payé par Pfizer. Pauvre à la Michel fin, ce qui en Simès, sortira. Laissez-le de côté. Non, le pauvre. Non, mais sais. c'était un exemple. Hein. C'était une image d'Épinal. J'ai rien contre lui. C'est pour que les gens comprennent. Mais finalement, le problème, vous pourriez faire la même chose. Mais si vous réunissez dans votre quartier et que vous faites effectivement une sorte de WhatsApp de patients hypertendus, façon alcoolique anonyme mais hypertendu anonyme, vous allez arriver à des super résultats. Et oui, à des super échanges de passionnant. compétences. Ça peut être passionnant, ça, absolument. Ouais. Exactement. Et donc la question, c'est la gouvernance. L'autre chose, c'est que la Haute Autorité de Santé, l'Ordre des médecins, etc., l'Union européenne s'acharne à lutter contre tous les savoirs vernaculaires et préventifs en santé. Savoir vernaculaire, ça veut dire en gros les recettes de grand-mère, les choses qui avaient cours dans les sociétés traditionnelles. C'est très dommage parce que une bonne plupart de nos remèdes viennent de là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'ethnopharmacie a passé son temps à piller les savoirs et les savoir-faire des chamans des ethnies de tous les pays du monde en disant tiens, qu'est-ce que tu donnes d'habitude pour la chiasse là, fais voir cette plante, hop, je la prends dans ma besace, je vais sortir la molécule active et puis je vais la breveter et ensuite la revendre très cher. C'est vrai. Et au fond, il y a ça, c'est vrai, Louis Fouché. Mais alors, le problème qu'il y a eu ça, et vous posez un vrai, c'est qu'il y a eu des excès de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont dit, moi, la médecine telle qu'elle existe, tout ça, ça vaut rien. Il y a que les recettes de grand-mère, les chamans, les paras ceci, les paras cela. Vous le savez aussi bien que moi ou mieux que moi. Et on est arrivé à des drames aussi, où des gens qui ne voulaient plus entendre parler de la médecine, qui est quand même la médecine allopathique. Non, il n'y a plus que les remèdes, etc. Ne parlez plus de ça, la nature. Vous savez très bien qu'il y a eu aussi l'excès de l'autre côté, quoi. Exactement, et donc on a des gens qui vont être anti-médecine parce qu'ils ont été trahis par notre médecine institutionnelle et qui vont se retrouver à la merci du gourou qui passe. Et ça, c'est très dommage. C'est pour ça que pour moi, un des développements intéressants pour le futur est plutôt l'idée de médecine intégrative. C'est de dire un collège de praticiens autour d'un patient est capable finalement d'avoir un regard pluriel, pluridisciplinaire et complexe, à la façon de Henri Laborie et d'Edgar Morin, pour s'enrichir les uns les autres de leurs compétences. Donc on va peut-être avoir autour d'un patient hypertendu un cardiologue qui donne un traitement pour que vous saigniez pas dans le cerveau. C'est très important, il faut bien sûr le garder. Mais vous allez avoir un coach sportif qui va dire, dis donc, André, vous faites plus beaucoup de sport. Je vais vous emmener courir un peu. Quelqu'un qui va dire, mais vous mangez n'importe comment, vous allez au resto tous les jours. Non, on va faire les courses ensemble et on va faire des cours de cuisine. Et puis à la fin, on va trouver que vous arrivez à baisser vos antihypertenseurs par tous ces apports successifs de praticiens divers qui réfléchissent ensemble. Ça a déjà commencé en cancérologie, où finalement il y avait cette habitude du collège de praticiens pour essayer de fournir la meilleure réponse pour un cancer chez un patient. Moi, j'aimerais qu'on fasse ça en médecine générale sur toutes nos pathologies. Très intéressant, l'intégration, de montrer tous les savoirs, on réunit tous les savoirs. Mais alors justement, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que je veux dire en creux. Pourquoi veut-on la mort du médecin généraliste? Parce qu'il y a ça aussi. Nous, on a tous grandi, enfin, ma génération à moi, et même la génération, sans génération, avec le médecin généraliste. Encore une fois, je parlais du médecin de famille, etc. Et soudainement, ça y est, on n'en veut plus. On n'en veut plus, eux-mêmes n'en veulent plus. Même à Paris, capitale de la France, on n'en trouve pratiquement plus. Est-ce qu'on veut vraiment la mort de... C'est ça, on veut la mort du généraliste? Ouais, la crise sanitaire qu'on a connue ces 2 dernières années était vraiment le coup de grâce, quoi, le chant du cygne de l'activité du généraliste, dont l'ensemble de l'activité avait déjà été en gros
codifié, protocolisé, avec des emmerdements administratifs à tous les étages, ce qui faisait qu'au fond, être généraliste était devenu un pinsomme et un métier sans intérêt. C'est très dommage parce que c'est vraiment cet omnipraticien-là qui est le cœur, à mon avis, de ce collège de praticiens qui doit être autour du patient. Et c'est le cœur de la relation et du suivi humain dont on a besoin. Donc l'idée, c'était, si on fait tomber ce généraliste, on fait tomber l'erreur, on arrête l'artisanat. On peut mettre en route enfin un système industriel avec des algorithmes. Donc pour moi, on est dans un mouvement naturel qui date du XVIIIe siècle et qui se conclut aujourd'hui par le fait que ce soit dans l'entreprise ou dans le soin, le but c'est de se débarrasser de l'erreur. Et l'erreur, c'est le vivant, c'est l'humain. Oui. Et il n'y a pas de hasard si on enlève les suspendus. Les suspendus, c'est justement ceux qui n'étaient pas comme tout le monde, qui voulaient pas cocher les cases de l'algorithme. Et la première chose à faire, c'était de s'en débarrasser, parce que eux empêchaient de faire ce système parfait, ce techno-cocon algorithmique dans lequel enfin il y aurait plus d'erreurs. Pas de tête qui dépasse, pas de conscience qui dépasse. C'est ça. C'est le but de la manœuvre. Et au fond, ce qui est intéressant, justement, vous parlez du renouveau. C'est vrai que ce renouveau, vous le dites d'ailleurs, résilience, entraide, autonomie, ce dont vous venez de parler. Louis Fouché, on va écouter. Je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, qui ont envie de vous parler ou de vous interroger. Lucien. Oui, beaucoup d'auditeurs nous appellent et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer à la discussion. Et on accueille tout de suite Pierre de l'Ain qui vous remercie pour ce que vous faites et qui aimerait savoir si vous avez des nouvelles du professeur Raoult. Bon, non mais laissez Pierre de l'Ain, il va s'expliquer lui-même. Oui, Pierre. Salut André, salut Louis. Vous allez bien ? Oui, ça va Pierre, on vous écoute. Alors je vous dresse le contexte, on est sous la neige, on est en train de manger une bonne raclette avec un petit chablis pour penser à notre député Alain Houpert. Ah ben André, oui, vous le saluez de ma part, si vous le voyez. Ouais. André, joyeux anniversaire, on n'aura jamais assez de cadeaux. Et pour vous rendre tout ce que vous faites pour nous, et les cadeaux vous nous les faites. J'ai eu la chance ici de parler au professeur Montagnier, à Alain Houpert et aujourd'hui à ce grand sage qui est le professeur Louis Fouché et qui est pour nous tous qui sommes bien les yeux ouverts et les oreilles bien ouvertes, le Pierre Rabhi de la médecine. Merci Louis pour ce que vous faites. Je suis de Marseille et je suis très fier de ce que vous êtes à Marseille, vous et le professeur Raoult. Bon, vous aviez une question, Pierre ? Oui, alors juste une remarque. En fait, c'est pas que la santé qui est morte et qui est maquilléisée. Moi, quand Bismuth est arrivé au ministère de l'Intérieur, vous savez qui c'est, Bismuth, oui. Et à l'époque, on nous a mis des tableaux et on était censé rapporter du chiffre. Et à l'époque, moi, je me souvenais, à Paris, ramener des vieilles mamies, des petites dames qui avaient un maladie d'Alzheimer et qui se perdaient. Je me suis dit, putain, mais tu vas devenir quoi juste une pompe à fric ou tu vas continuer à faire du service? Et donc j'ai démissionné, voilà, je pense que c'était une bonne idée. Donc la question... Oui, alors la question, Pierre. La question, elle est assez simple. Moi, je pense que ce que vous dites, Louis Fouché, ça s'applique pas qu'à la médecine, mais ça s'applique à toute la société. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, si vous avez la gentillesse de nous donner quelques nouvelles du grand sage, du grand druide, le professeur Raoult, qui a sauvé mon beau-frère, qui est malade et qui a eu le Covid et qui en 3 jours a été sauvé. Apparemment, ça fonctionne un peu mieux que ce qu'achète notre Ursula von der Leyen. D'accord. Voilà. Louis Fouché. Alors, la première partie de la question, je peux essayer d'y répondre. Effectivement, je pense que l'enjeu de ce livre, c'est d'essayer de tirer le fil de la santé, mais de montrer qu'au fond, le pattern de compréhension, le motif général est le même, que vous soyez dans l'éducation, dans la question monétaire, dans la question médiatique, dans la question démocratique. On est dans le même moment, en gros, qu'est cette transformation transhumaniste où il faudrait qu'il y ait plus d'humains et que tout soit automatique. On doit dans une société où si vous caressez votre téléphone portable, vous avez accès à tout. On est en train de détruire, par exemple, la profession de boulanger. Vous le suivez peut-être dans les actualités quotidiennes. À la fin, on va vous proposer un Uber Bread où vous aurez une centrale en périphérie urbaine et vous serez livré de votre baguette par drone qui aura été fabriqué là-bas. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Est-ce que c'est le monde qu'on souhaite avoir ? J'espère qu'on n'ira pas aussi vite en besogne, Louis Fouché. Lucien. Tout de suite, la pub et on continue de recevoir nos auditeurs au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h46 sur Sud Radio et c'est votre moment, chers auditeurs, pour participer à la discussion entre André Berkoff et Louis Fouché. Et on accueille tout de suite Laurence de Vichy qui aimerait savoir comment on peut faire pour réinformer les Français. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Merci de me recevoir sur la radio et merci à André Berkoff d'avoir invité Louis Fouché, voilà, qui est précieux. Alors voilà, oui, ma question, moi je suis psychologue, j'ai pas pu continuer à exercer. Donc j'ai adhéré à Réinfo Covid pour garder un peu d'espoir et me rattacher à des gens qui ont encore de l'humanité. Et je me pose la question parce que je crois que quand même, dans la majorité des personnes, elles ne veulent pas ce monde numérique dans lequel on veut absolument nous faire entrer et on a l'impression d'être dans un rouleau compresseur, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc je pose la question, mais que peut-on faire? Parce que, voilà, que peut-on faire pour retrouver de l'humanité? Enfin, on le voit bien, les personnes, il y aura peut-être une poignée de gens qui effectivement vont adhérer à ces systèmes, mais en majorité, les gens ont besoin du contact humain. Donc, et c'est capital, enfin je veux dire, Que peut-on faire? Nous faire aller, c'est insupportable. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est ma génération qui est comme ça, mais la génération plus jeune va être différente suivant l'éducation qu'ils auront eue, mais je pense que c'est insupportable. Et comment peut-on faire? Voilà ma question. Alors, Louis Fouché, que faire, comme disait Vladimir Ilitch Lénine? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, petite fourmi, face à la grande machine froide totalitaire en marche et leur projet? C'est une vraie question qu'on se pose tous. Je crois que tout seul, je ne peux rien faire. Et que la première chose à faire, c'est peut-être de crier à l'aide. Et une fois qu'on a crié à l'aide, de trouver que, en fait, il y en a. Il y a beaucoup de gens qui en donnent. Et sur des choses qui peut-être ne casseront pas des briques, ne seront pas un grand changement du monde, etc. Mais sont directement des choses nécessaires. Encore une fois, aujourd'hui, votre boulanger va fermer. Et si vous arriviez à être une communauté unie, soudée, capable de dire à votre boulanger, on va te soutenir. On va même t'aider, on va financer une installation solaire pour te rendre indépendant et autonome vis-à-vis de Enedis. Mais en échange, on va mettre en place une sorte de cahier des charges sur la baguette, que ce soit du blé bio, local, de saison, en biodynamie, avec ce que vous voulez, quoi. Et c'est le travail sur la communauté, ce qu'on appelle les communs. Les communs, c'est quoi? J'y crois beaucoup sur ce qui va nous arriver. C'est une sorte de moyen terme entre l'État, qui aujourd'hui est finalement un outil au service des puissances financières, on a été complètement exproprié de la question de l'État, et puis de l'autre côté, l'initiative individuelle toute seule. Tout seul, vous pouvez rien, mais dès que vous vous mettez à plusieurs, vous pouvez beaucoup. Et il va y avoir 3 types d'actions potentielles pour changer le monde. L'action contre, qui est dure, qui est violente. Vous allez faire des procès, vous allez appuyer sur les failles, vous allez essayer de foutre en tôle les gens qui ont menti, etc. Ok, mais c'est très dur. Mais il faut le faire aussi, quelquefois. Et il faut le faire. Et bien sûr, il faut le faire. Vous allez être à côté, vous allez développer des alternatives. Dire, moi, je vais faire un écolieu avec une école alternative, etc. Une autre monnaie. Ok, c'est très bien, il faut le faire. Puis il faut des gens dans le système qui, à l'endroit où ceux qui étaient contre ont ouvert des brèches et des failles, vont se nourrir de ceux qui ont des propositions alternatives pour faire monter en volume la transformation de notre système. Et donc là, c'est à chacun de trouver où est-ce que j'ai une lumière, une énergie. Peut-être la mienne va être de parler et de soigner, et de structurer des réseaux. La vôtre va être de transmettre de la connaissance, etc. Pourtant, il y a au départ un vrai besoin de parler. Et là, vous avez dit que vous étiez suspendu finalement. Je montre le film Suspendu qui est derrière moi et qui en est à sa 100e diffusion au cinéma. Et qui n'est pas pour rien dans toutes les discussions publiques qui ont cours actuellement sur la question des suspendus. Et ça, c'est la force du témoignage. De même, le 10 décembre dernier, il y a eu des témoignages sur les effets secondaires des différentes doses. On est sur YouTube, donc on ne parle de rien, bien sûr. Vous savez que nous sommes censurés systématiquement. Mais le VAERS en est à plus d'1 478 000 effets secondaires relatés, dont 25 à 42% de graves. Bon, et si on le racontait, ça, pour dire, on est peut-être capable de refaire un commun autour de ce qu'est la santé, et d'avoir de la prudence, de faire attention et de retirer un médicament qui doit être retiré du marché quand il doit l'être. Donc voilà, dans le livre, il y a plein de pistes pratiques. Absolument. Mais pour moi, c'est à plusieurs que ça se passe. Et c'est pas parce qu'on est à plusieurs que ça va être facile, parce qu'il y a ce qu'on appelle le PFH, ce qu'Edgar Morin appelait le putain de facteur humain. C'est pas parce que vous êtes nombreux que ça va être facile. Il va falloir le transformer en précieux facteur humain. Et vive le putain de facteur humain. Qu'est-ce qu'il a changé l'histoire dans diverses circonstances, pour le meilleur et pour le pire, certes. Mais enfin, il a aidé à changer. Voyez, voilà, il faut en tout cas tenir toujours le verre à moitié plein, toujours.
Lucien. Oui, on continue de vous recevoir, chers auditeurs, et c'est maintenant au tour de Christine de Paris qui se demande comment apprendre aux Français à être plus responsables de leur propre santé. Bonjour Christine. Christine, bonjour. Oui, bonjour André Berkoff et bonjour Louis Fouché, vous m'entendez ? Très bien. Très bien, Bon, on vous entend. alors écoutez, moi je réfléchis, effectivement. Alors mon idée, ce serait que, il faut repositionner les personnes, les patients, qui sont pas seulement des patients mais des êtres humains, des individus responsables, les repositionner par rapport à la santé et par rapport au rapport à la médecine. C'est-à-dire donner quelques éléments, des éléments peut-être de médecine ou de santé dès le jeune âge, de façon à ce qu'on puisse juger, être responsable de sa santé et pouvoir dialoguer avec un médecin généraliste, pouvoir dialoguer de façon plus égalitaire et plus objective que ça n'existe actuellement. Alors ça suppose effectivement que le système de la médecine libérale subsiste et prospère. Et je pense, moi j'ai l'espoir qu'à côté de la médecine, de même que la psychanalyse a changé les rapports des gens à la psychiatrie, eh bien, moi, ce que j'appelle le décryptalisme, c'est-à-dire la possibilité de décrypter ses caractéristiques de santé et de décrypter sa propre responsabilité dans le système, permettrait de changer les rapports des individus à la médecine. Voilà mon idée. D'accord. Louis Fouché, qu'en pensez-vous ? Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'on peut changer personne. Il y a personne qui, à la fin d'une conversation avec moi, m'a dit « merci, grâce à toi, j'ai vu la lumière. » Enfin, donc j'ai complètement renoncé à cette idée que peut-être je pouvais amener les autres à faire autre chose. Vous ne savez pas, Louis Fouché, il y a peut-être des gens qui après ont été transformés. Il ne faut pas... Hein. Je peux pas y croire. Et donc, la seule chose, je crois, c'est essayer de tenir l'exemplarité et se dire je peux essayer de montrer un chemin par mon action à moi, parce que je peux pas vouloir la paix là devant si j'ai pas la paix là dedans. Et donc ça commence par un travail intérieur. Est-ce que déjà j'arrive à travailler sur ma propre santé autour de moi? Et pour moi, il y a des écueils à éviter, notamment la perte de ce qu'on appelle l'intime, parce que c'est une des conditions du totalitarisme que de détruire l'intime. De faire qu'on soit dans un panopticon où tout votre dossier de santé est sur YouTube, sur WhatsApp et sur Facebook. Ouais. Non, gardez des secrets, gardez des choses à vous et des relations qui sont de l'ordre de l'intime dans la relation au corps. Mais je crois que ce que vous décrivez, madame, est déjà en train d'arriver. C'est-à-dire que cet engouement et cet engagement à essayer de rester en santé, à réfléchir à comment on se nourrit, à comment les émotions nous traversent, à l'activité physique qu'on fait, à tout ce qu'on pourrait appeler finalement l'épigénétique, est en train d'arriver à plein pot finalement dans la culture collective dominante, dans l'inconscient collectif dominant. Et aujourd'hui, vous avez des nombres de tutos YouTube absolument infinis sur comment essayer de rester en santé. Par contre, l'institution ne s'en est pas encore saisie. Oui, alors oui, Fouché, c'est une bonne chose ça, ce que vous décrivez. Oui, pour moi, c'est une bonne chose, mais ça va encore nécessiter de se mettre à plusieurs. Il y a une très belle expérience qui a été faite en addictologie et en psychiatrie, qui est cette idée des groupes de patients experts. Ouais. C'est-à-dire de mettre dans des groupes de patients, à la fois des soignants et des patients, puis de les faire discuter entre eux, comme les alcooliques anonymes, si vous voulez. Ouais. Et ça a des résultats absolument géniaux, parce que les patients montent en compétences. Et on a eu cet exemple dans la crise sanitaire qui nous a occupés, c'est que les patients qui ont voulu se soigner, qui ont voulu savoir pour de bon qu'est-ce qui était efficace, les corticoïdes, l'oxygène, les anticoagulants, et puis tout le reste dont on parlera pas sur YouTube, ils l'ont su et ils ont pu se soigner. Et ça, pour moi, c'est alors même qu'il y avait de la censure, qu'il y avait une impossibilité à en parler, que c'est un blackout par les médias et par le gouvernement et par les autorités de santé corrompues. C'est très rassurant pour moi. Ça veut dire qu'au fond, c'est l'aspiration dominante. Et je vais vous dire un secret, c'est pas l'aspiration dominante seulement des patients. C'est qu'aujourd'hui, dans les salles de détente des hôpitaux, les infirmiers, les aides-soignants, les gens qui font le ménage, et même les médecins, ils discutent pas du nouveau protocole HAS, de qualité, etc. Ils discutent d'hypnose thérapeutique, de régime alimentaire, de jeûne, d'activité physique, etc. Ils discutent de tous ces éléments-là qui sont très importants à rester en santé. Donc pour moi, c'est déjà en train de se transformer. Un des enjeux, ça va être d'éviter le grand n'importe quoi, ou le scientisme, d'être dans une juste mesure, un entre-deux.
Comme toujours, effectivement, peut-être une dernière question. Non, effectivement, nous arrivons en fin d'émission. C'était Dr Louis Fouché. Je crois que nos éditeurs, en tout cas, on a énormément d'appels. Mais surtout, effectivement, remettons l'église santé au milieu du village. Remettons les choses en perspective. Remettons aussi, vous le dites tout le temps, c'est vrai, de l'humain dans tout ça. Qu'est-ce que c'est? Le tableau, c'est très bien. Les tableaux Excel, c'est très bien. Les modélisations, encore, on a vu certains résultats, mais enfin les modélisations, mais s'il n'y a pas derrière des gens qui se disent attention, la science est question, la science n'est pas réponse, elle n'est pas religion, eh bien de quoi on parle? Louis Fouché. Ouais, merci beaucoup pour tout ça. Et je pense que au-delà de l'humain, il y a de l'humour à remettre et de la légèreté. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive n'est pas tragique. C'est une invitation à nous transformer, à nous mettre en lien et à œuvrer pour le monde qu'on a envie de voir advenir pour nos enfants et pour nous-mêmes. Bon, donc à la fin, au pire, on en crève, quoi. Ah oui. C'est pas grave. En tout cas, et au pire, on en crève, mais heureusement, il y a le rire, comme vous dites, le risque et l'humour. C'était le face-à-face du mercredi 14 décembre avec André Borkoff et le docteur Louis Fouché, anesthésiste réanimateur, auteur de Agonie et renouveau du système de santé, édition Exuvie. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lay.